Ma vie de veuve, tranquille et paisible, vola en éclats lorsque Grégoire, mon gendre, tenta de s'emparer de mon existence entière au moyen de documents légaux manipulatoires. Il parlait de ma capacité à prendre des décisions, planifiant déjà de me déclarer incompétente. Mais ce qu'il ne comprenait absolument pas, c'est que mon mari, Armand, avait passé 40 ans à bâtir autour de moi un empire financier. Une fortune que j'étais désormais prête à dégainer contre lui. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. On m'avait assise à la table 9, un coin discret dissimulé par un hibiscus colossal, comme si j'étais un secret oublié qu'on espérait voir faner. De ma cage verdoyante, je jaugeais le spectacle somptueux de la célébration des 5 ans de mariage de ma fille, Camille. Grégoire, mon gendre, avait orchestré chaque détail avec la précision d'un maître d'orchestre. La mélodie aérienne du quatuor à cordes, les lumières féeriques scintillantes comme des étoiles capturées, les délicats canapés arrangés avec une telle adresse qu'ils semblaient destinés à l'admiration plutôt qu'à la consommation. C'était un grand tableau, l'air vibrait du tintement des coupes de champagne et de cette sorte de gaieté forcée, toujours un peu trop bruyante. Camille, resplendissante dans sa robe émeraude, flottait à travers la foule. Son sourire, un masque fragile. Je percevais la tension subtile dans ses épaules, la façon dont son regard papillonnait vers Grégoire, une lueur d'appréhension qui en disait long. Il était l'architecte de leur monde, sa présence une force d'attraction, ses mots façonnant l'atmosphère même de n'importe quelle pièce. Les parents de Grégoire, Éléonore et Georges de Valois, firent leur entrée dans le hall principal, un tourbillon de privilèges et de sourires rodés. Éléonore, parée de cascades de diamants qui captaient la lumière avec un éclat aveuglant, faisait des bises aériennes à l'élite, son regard me survolant comme si je faisais partie du décor inanimé. Rien de nouveau là, pensais-je, une douleur sourde et familière naissant dans ma poitrine. J'étais un fantôme en présence d'Éléonore depuis des années. Mon rôle, semblait-il, était d'exister sans jamais être vraiment vu. Un jeune serveur, débordé, peinant sous un plateau chargé de flûtes de champagne, faillit entrer en collision avec ma table. « Table 9, madame ?»« Ah oui, juste ici. » Il désigna vaguement au-delà de l'imposante composition florale. Un rideau vivant de fuchsia et de vert qui assurait mon isolement parfait. Toute ma vue était réduite à un reflet chatoyant et déformé de la fête sur un mur miroir lointain. J'étais là. Évelyne Lefebvre, 68 ans d'observation tranquille et de résilience durement acquise, rangée comme une relique oubliée. La voix de Grégoire, amplifiée par le microphone, emplit soudain l'espace, au charme désarmant. Il parla de Camille avec des mots tendres, peignant un tableau de rêves partagés et d'un avenir illimité. Pourtant, je remarquais les changements subtils dans sa posture, la façon dont ses yeux balayaient du regard les visages influents dans la pièce, jaugeant leurs réactions. Il possédait un éventail de sourires, un art subtil, le sourire éblouissant, de 1000 feux pour les véritables fortunés, la courbe polie et étudiée de ses lèvres pour les relations utiles, et un rejet froid et indifférent pour quiconque qu'il jugeait sans importance. Je résidais fermement dans cette dernière catégorie, non dite. Puis une ombre, Madame Lefebvre, la voix de Grégoire, plus douce que du vieux whisky, dériva jusqu'à mon coin. Je me retournai, le trouvant là, son sourire le plus brillant, le plus désarmant, fixé sur son visage, celui réservé à ceux qui l'entendaient manipuler subtilement.
N'est-ce pas une soirée absolument magique ? Il balaya la salle opulente de sa main, comme s'il en avait personnellement enchanté le décor. Camille et moi débordons de bonheur. Oh, je vibre littéralement de joie maternelle, répondis-je, ma voix douce, presque doucereuse. Mes mots portaient une pointe cachée, une morsure d'acide qui aurait écorché son vernis poli s'il avait possédé la capacité de vraiment écouter. Bien que je doive dire, la vue d'ici est assez instructive. Soit il manqua complètement la pique subtile, soit il choisit de l'ignorer, tel un politicien aguerri, esquivant une vérité gênante. Son sourire demeura inébranlable, bien que je perçus la tension fugace autour de ses yeux. J'espérais que nous pourrions passer du bon temps ensemble bientôt, insista-t-il, se penchant, sa voix tombant à un murmure bas et confidentiel. Apprendre vraiment à se connaître. J'ai des idées fascinantes sur la collaboration familiale. Collaboration familiale, fis-je écho, les mots goûtant soudain la cendre dans ma bouche. Comme c'est délicieusement de mauvais augure. Eh bien, j'adore un bon dîner mystère. Jeudi, ça irait pour votre emploi du temps chargé ? Parfait, déclara-t-il un éclair de soulagement adoucissant sa posture rigide. Je connais un endroit en centre-ville, très discret, excellent pour des conversations importantes. Des conversations importantes sur quoi ? Me demandai-je. Ma passionnante nouvelle collection de dés à coudre vintage ? Les derniers potins scandaleux de mon club de bridge hebdomadaire ? Je feignis un soupir délicat, m'éventant doucement avec une serviette de cocktail, adoptant l'air d'une belle du Sud sur le point de s'évanouir. Je peine à contenir mon enthousiasme, mon cher, tandis qu'il s'éloignait, attiré par des perspectives plus prometteuses. Je saisis mon reflet dans ce miroir lointain, une fois de plus. Une femme aux cheveux argentés dans une simple robe bleu marine, perchée seule derrière l'équivalent d'un jardin botanique en fleurs. Quelqu'un qui avait l'air de découper méticuleusement les bons de réduction et de s'inquiéter de chaque facture d'électricité. C'était l'image précise que j'avais si minutieusement cultivée ces 2 dernières années, depuis qu'Armand, mon cher mari, était parti. Cette perception si soigneusement construite était mon bouclier, mon camouflage le plus puissant. Grégoire, dans son arrogance, ne voyait qu'une veuve inoffensive et vulnérable. Il n'avait aucune idée qu'il venait de lancer une invitation à un loup déguisé en agneau. Et le troupeau était entièrement sans méfiance. Cette nuit-là, alors que les derniers accords de musique s'éteignaient et que la maison s'installait dans un silence inquiet, je savais qu'une tempête se préparait. Une tempête à laquelle ils étaient absolument pas préparés à faire face. Avez-vous déjà ressenti cette vague excitante et terrifiante lorsque vous réalisez que votre force tranquille est sur le point d'exploser ? Le bourdonnement discret de la maison, après le départ du dernier invité, s'installa dans un calme trompeur. Camille appelait quotidiennement, sa voix une symphonie essoufflée de bonheur de jeunes mariés, chaque conversation débordant de la façon dont Grégoire la traitait merveilleusement. À quel point il était prévenant, planifiant toujours leur avenir, et plus précisément, leur sécurité financière. « Il est tellement prévoyant, maman », s'extasiait-elle, toujours à penser à notre stabilité. « Stabilité », fis-je écho. Le mot un écho fantôme à mes propres oreilles. Comme c'est charmant, ma chérie. Un mari devrait absolument penser à l'argent constamment, surtout à l'argent des autres. Camille, mon pauvre enfant, manqua entièrement la pointe subtile, perdue dans son propre brouillard de bonheur. C'était probablement pour le mieux. Son innocence était à la fois son plus grand charme et sa vulnérabilité la plus criante. Le mercredi s'écoula avec la lenteur délibérée d'un rendez-vous chez le dentiste longtemps redouté. Je remplissais les heures avec les activités prévisibles d'une veuve respectable.
épousseter les chers vieux livres d'Armand, entretenir mon jardin de roses, dont les pétales étaient encore humides de la rosée du matin. Pendant tout ce temps, je me demandais ce que Grégoire avait précisément l'intention de discuter autour de ce qui serait sans aucun doute une bouteille de vin exorbitante. Mon esprit, cependant, était loin de chômer. J'examinais chaque nuance de sa prestation à la fête, chaque expression fugace, chaque sourire calculé. Il était un maître de son art, mais moi aussi, à ma manière discrète. Le jeudi soir arriva avec la précision silencieuse d'un piège soigneusement tendu. Je m'habillais pour mon rôle, choisissant une simple robe noire, qui suggérait un deuil respectable, sans un murmure de prospérité. Le médaillon en or légèrement terni d'Armand, celui qu'il m'avait donné pour nos fiançailles, pendait à mon cou. Une touche de sentiment personnel qui renforcerait davantage l'image d'une femme vivant de souvenirs, et non de moyens. La dignité, pas la pitié, était le but. Le restaurant que Grégoire avait choisi était l'un de ces endroits feutrés et exclusifs où les serveurs parlaient à voix basse et respectueuse et où le menu ressemblait moins à une offre de nourriture qu'à un défi lancé à votre valeur financière. Il était déjà assis à mon arrivée, impeccablement vêtu, portrait de la réussite assurée. Il sauta presque de sa chaise, une performance en soi. « Evelyne, vous êtes absolument radieuse. »« Merci, mon cher, » répondis-je, prenant place en face de lui. « C'est tout un numéro, cet endroit. » Et ça l'était. Le genre d'endroit qui vous faisait vous demander s'il facturait un supplément pour le jugement silencieux dans l'air. Il insista pour commander une bouteille de vin dont le nom ressemblait plus à un titre royal oublié qu'à une boisson, s'installant dans ce qu'il croyait clairement être une conversation confortable et facile. Il fit tournoyer le liquide rubis dans son verre avec une élégance étudiée, tel un sommelier avec des illusions de grandeur. « Alors » commença-t-il son ton doux, presque ronronnant. « Comment gérez-vous votre vie seule ces jours-ci, Evelyne ? Ça doit être une sacrée adaptation. »« Oh, à merveille !» répondis-je, soutenant son regard avec un sourire serein. 68 ans de pratique rendent presque tout trivial. Armand disait toujours que j'avais assez d'opinions pour 3 personnes, alors je me tiens parfaitement divertie. Il offrit un ricanement fin, de salle de réunion, du genre conçu pour charmer les investisseurs. Et, vraisemblablement, les parents âgés naïfs. C'est merveilleux, vraiment. Mais sérieusement, ne vous inquiétez-vous pas des questions pratiques ? Les finances, les questions juridiques ? Des gens qui pourraient, disons-le, profiter d'un esprit généreux comme le vôtre ? Voilà, le vrai sujet, masqué d'une mince voile de préoccupation feinte et servi avec du vin coûteux. Devrais-je m'inquiéter de quelque chose de spécifique, Grégoire ? Demandai-je, ma voix gardant la juste note de curiosité innocente. Il se pencha en avant, sa voix tombant à ce ton confidentiel que les hommes utilisent souvent quand ils s'apprêtent à expliquer quelque chose de terriblement complexe à une femme qu'ils perçoivent comme simple. Pas inquiète, exactement, mais préparée. Vous savez à quel point les choses peuvent devenir compliquées, surtout pour quelqu'un dans votre situation unique. Ma situation unique ? Je feignis un léger froncement de sourcils, comme si être veuve était une condition médicale rare. Et quelle situation serait-ce, précisément ? Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste, avec le geste théâtral d'un magicien. Une chemise de papier en sortit, qu'il plaça sur la table entre nous comme une relique sacrée. Juste des documents de base, rien de dramatique, de simples garanties, au cas où vous auriez besoin d'aide pour prendre des décisions importantes. J'ouvris le dossier, mes doigts effleurant le papier froid, un frisson me parcourant l'échine. Mandat de protection. Contrôle financier ?
autorité de décision médicale. C'était un contrôle total, méticuleusement déguisé en protection aimante. Ce garçon était doué, très doué. C'est très exhaustif, murmurai-je, ma voix ne trahissant rien. Mon avocat est spécialisé dans le droit des personnes âgées, déclara Grégoire, son ton débordant de fierté. Il a traité de nombreux cas comme le vôtre. Des cas comme le mien. J'étais désormais un cas d'étude, une statistique. Comme c'est fascinant, dis-je, soutenant son regard sans ciller. Et Camille est-elle au courant de cette initiative si attentionnée? Ah, Camille trouve ça brillant, Evelyne. Vraiment, nous voulons juste nous assurer que vous êtes protégée de quiconque pourrait profiter de votre nature confiante. Ma nature confiante. Ce garçon avait vraiment fait ses recherches. Protégée de qui, précisément? Oh, vous savez... Il agita une main dismissive. Des entrepreneurs malhonnêtes, des conseillers en investissement douteux, même des proches qui pourraient soudainement s'intéresser vivement à votre bien-être. Des proches qui pourraient soudainement s'intéresser. L'ironie était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Comme il est prévoyant de votre part d'anticiper de tels problèmes. Songeais-je? C'est juste du bon sens. Ces choses sont bien plus faciles à arranger avant que des complications ne surviennent. Des complications comme moi, conservant le contrôle de ma propre vie, pensais-je, une froide résolution durcissant mon être. Je vois, et cela doit être géré. Rapidement, il hocha la tête, une lueur prédatrice dans les yeux. Parce que le timing est crucial avec ces arrangements. Plus vous attendez, plus des questions pourraient surgir quant à votre capacité à prendre de telles décisions. Ma capacité. Il était déjà en train de préparer le terrain pour me déclarer incompétente. Mon sourire resta, doux et inébranlable. Eh bien, dis-je, fermant le dossier et posant délicatement mes mains dessus. Cela demande assurément une mûre réflexion. Le soulagement inonda son visage, comme s'il venait de conclure une affaire de plusieurs millions d'euros. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut, bien que mon avocat ait souligné qu'une action rapide serait préférable. Une action rapide, avant que je n'aie le temps de réfléchir, avant que je ne puisse consulter quelqu'un avec des neurones en état de marche. Je voudrais absolument examiner cela avec mon propre conseiller juridique, dis-je, regardant son sourire vaciller comme une flamme dans un courant d'air soudain. Votre propre avocat? Oh, oui, gazouillai-je, maintenant ma façade de douce naïveté. Je sais que cela semble idiot, mais je me sentirais tellement plus à l'aise si quelqu'un me l'expliquait en termes que mon esprit simple puisse saisir. Le masque de Grégoire vacilla. Une fraction de seconde à peine. Mais c'était suffisant. Le vernis lisse se fendit, révélant quelque chose de tranchant et d'impatient en dessous. Evelyne, je pense vraiment que nous devrions finaliser cela ce soir. Ces questions sont mieux gérées quand elles le sont efficacement. Efficacement. Avant que je ne me rende compte que j'étais en train d'être dévalisée. Je suis sûre que votre notaire comprendra que les décisions importantes ne doivent pas être précipitées. Il me fixa, ses yeux se plissant. Mon quoi? Votre notaire? Suggérai-je, mon regard innocent. Vous en avez bien amené un, n'est-ce pas? Vous semblez si préparé pour tout le reste. Son visage se vida de toutes couleurs. Comment saviez-vous pour le notaire? Je souris, un minuscule et malicieux froncement de mes lèvres. Un coup de chance. Vous me donnez juste l'impression d'être quelqu'un qui planifie tout à l'avance. Grégoire me fixa, un long moment de silence, essayant de discerner si j'étais vraiment naïve ou si je le manipulais activement. Bien sûr, dit-il finalement, sa voix sèche. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais ses yeux, froids et durs, racontaient une autre histoire. Ses yeux disaient qu'il en avait fini de jouer avec la vieille veuve, sans défense.
Il était loin de se douter que la vieille veuve inoffensive ne faisait que commencer. Certains prédateurs apprennent trop tard que les adversaires les plus dangereux sont généralement ceux que tout le monde sous-estime. Avez-vous déjà vu le vrai visage de quelqu'un se révéler enfin? Et le choc vous couper le souffle? Le week-end s'étira avec un calme trompeur. Mais l'impatience de Grégoire crépitait à travers les lignes téléphoniques, comme de l'électricité statique. Camille appela 2 fois. Chaque conversation un compte-rendu haletant de bonheur conjugal, revenant toujours aux préoccupations de Grégoire concernant ma sécurité financière. « Il est tellement prévenant, maman !» s'extasiait-elle, toujours à penser à l'avenir, pensant à mon argent. Pensais-je, un amusement discret s'installant dans ma poitrine. Camille resta inconsciente, perdue dans son rêve de jeune mariée. Lundi matin, l'appel tant attendu arriva. « Evelyne, c'est Grégoire. J'espère que vous avez réfléchi à notre discussion. » Sa voix était soigneusement contrôlée, mais une vibration impatiente se faisait sentir en dessous. « Oh, je n'ai guère pensé à autre chose, » ronronnai-je. Merveilleux. J'espérais que nous pourrions nous revoir. Peut-être chez vous cette fois-ci. Plus facile d'examiner les documents dans un cadre confortable. Chez moi, où il pourrait me faire pression sans témoin. Quel genre de documents? Demandai-je, feignant une curiosité innocente. Il parla de success stories, de familles qui avaient bénéficié de tels arrangements. Des success stories pour lui, peut-être. J'acceptais de le voir mercredi soir. Je passais les jours suivants non pas à faire le ménage, mais à observer et à planifier. Si Grégoire voulait jouer à des jeux dans ma maison, je ferais en sorte que le jeu soit truqué. Mercredi ne pouvait pas arriver assez vite. Je préparais un piège très coûteux. Avez-vous déjà tendu un piège à quelqu'un qui croyait détenir tout le pouvoir? Le mercredi soir arriva, et je me préparais au combat dans mon salon tranquille. Chaque détail, un mouvement calculé. Je choisis une simple robe grise, unie, sans fioritures. Le costume parfait pour une femme, sur le point de déclencher un piège très coûteux. Ma maison, habituellement un havre de paix et de solitude, était désormais une scène soigneusement préparée. Le doux tic-tac de l'horloge de ma grand-mère sur la cheminée semblait amplifier le silence. Un compte à rebours rythmique avant l'arrivée de Grégoire. À 7 heures précises, son coup frappé, sec et confiant, retentit. Grégoire entra, sa mallette à la main, son sourire le plus fiable solidement en place. « Evelyne !» tonna-t-il, sa voix remplissant la pièce. « Merci infiniment d'avoir accepté de me recevoir ici. Je sais que toute cette situation peut sembler accablante. »« Oh, pas accablé du tout, mon cher, » répondis-je, ma voix légère, presque aérienne. Je trouve cela même assez instructif. Je désignai le canapé, l'invitant à s'installer. Il se mit à l'aise, étalant des documents sur ma table basse antique, avec une efficacité rodée, presque arrogante. Ses yeux scannèrent mon visage, cherchant le moindre signe de vulnérabilité, la moindre faille dans ma douce façade. « J'ai apporté quelques études de cas », commença-t-il, sa voix adoptant un ton rassurant, « de familles qui ont réellement bénéficié de ces arrangements. Je pense que vous les trouverez très réconfortantes. » Il fit glisser une brochure brillante sur la table. Elle montrait des personnes âgées souriantes et à l'air prospère, entourées de jeunes membres de leur famille dévouée. L'illusion parfaite. « Comme c'est prévenant », murmurai-je, jetant à peine un coup d'œil à la brochure. « Mais avant de discuter des histoires des autres, Grégoire, j'ai quelques questions sur votre histoire. » Son expression confiante vacilla. Un minuscule tressaillement, presque imperceptible, au coin de son œil. « Mon histoire ? Oui, » insistai-je me penchant légèrement, mon regard inébranlable. « Je suis curieuse de votre parcours, vos qualifications pour gérer la vie des autres. » Il s'éclaircit la gorge.
un subtil changement dans son aplomb. Eh bien, j'ai une vaste expérience en affaires. Gestion des investissements, principalement. Pour quelle entreprise ? Je travaille en indépendant maintenant, déclara-t-il un peu trop rapidement. Et avant cela, divers postes dans les services financiers. Divers postes ? Répétai-je, laissant le flou planer dans l'air entre nous. Comme c'est délicieusement vague. Et depuis combien de temps conseillez-vous les personnes âgées sur leurs décisions financières ? Je n'appellerai pas cela conseiller. Exactement. Corrigea-t-il une énergie nerveuse commençant à émaner de lui. Plutôt, planification protectrice. Et combien de personnes âgées avez-vous protégées ? Demandai-je, ma voix toujours douce, mais avec une subtile pointe acérée. Il hésita, une perle de sueur se formant sur sa tempe. Quelques-unes. Des familles qui avaient besoin de conseils. Des conseils qu'elles ont demandés, précisai-je, ou des conseils que vous leur avez suggérés comme nécessaires. La pièce devint silencieuse, le seul son étant le tic-tac régulier et implacable de l'horloge de grand-mère. Le sourire rodé de Grégoire avait complètement disparu, remplacé par un regard contraint, presque désespéré. « Evelyne, je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur mes intentions. »« Oh, je comprends parfaitement vos intentions, Grégoire, » répliquai-je, ma voix n'étant plus douce, mais froide, précise. « Ce qui m'intrigue, ce sont vos méthodes. » Je fis une pause, laissant mes mots faire leur chemin. Vos méthodes pour identifier les cibles vulnérables, pour gagner leur confiance, pour les convaincre de signer l'abandon de leurs droits. Son masque se fissurait, des fêlures visibles apparaissant dans sa façade, soigneusement construite. « Je ne ferai jamais... Jamais quoi, Grégoire ?» l'interrompis-je, ma voix tombant dans un murmure bas et dangereux. Jamais cibler de vieilles veuves, jamais les manipuler avec une fausse sollicitude, jamais voler leur indépendance sous le couvert de la protection. Son visage devint livide. Vous portez de graves accusations. Je fais de graves observations, corrigeai-je, un éclat dans mes yeux, sur un grave prédateur qui a commis une très grave erreur. Quelle erreur ? Ricana-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Mais sa voix tremblait. Je souris, un sourire lent et entendu, qui ne contenait aucune chaleur. L'erreur de supposer que j'étais juste une autre veuve sans défense. L'erreur d'entrer chez moi en pensant que vous aviez toutes les cartes en main. L'erreur de sous-estimer Evelyne Lefebvre. Je me penchai en arrière, ma voix à peine audible. Pourtant, chaque mot tombait comme un coup de marteau. Je parle du fait que j'ai enregistré toute cette conversation. Je parle de l'enquêteur privé qui documente méticuleusement vos activités depuis des semaines. Et je parle de l'avocat qui prépare actuellement des accusations criminelles contre vous. La couleur quitta entièrement son visage, le laissant d'un gris maladif. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant désespérément des micros cachés, une échappatoire. Vous ne pouvez rien prouver. Oh, je peux tout prouver, dis-je, une certitude glaçante dans mon ton. Vos problèmes financiers, vos dettes de jeu, votre schéma de ciblage des femmes âgées. Tout cela, je le regardais, savourant l'horreur naissante dans ses yeux. Dites-moi, Grégoire, combien devez-vous en dette de jeu ces jours-ci ? Il se figea, complètement immobile. Comment savez-vous cela ? Sa voix était à peine un murmure. Je sais tout de vous, Grégoire, déclarai-je, mon regard perçant. Y compris le fait que vous n'êtes pas mon premier admirateur, pas le premier jeune homme charmant qui a essayé de me dépouiller de mes biens. Il me fixa, confus. Que voulez-vous dire ? Je veux dire, continuai-je, me levant lentement, délibérément, ma voix gagnant en force à chaque pas. La différence, c'est que cette fois, j'étais préparé. Préparé comment ? Balbutia-t-il,
s'empressant de ramasser les documents qu'il avait si confiants étalés quelques instants auparavant. Préparé à anéantir quiconque essaiera de voler ce que mon mari a passé 40 ans à bâtir pour moi, achevai-je, ma voix maintenant ferme, inébranlable. Vous devez partir, maintenant, avant que j'appelle la police. « Evelyne, s'il vous plaît !» implora-t-il, son sang-froid soigneusement construit s'effondrant complètement. « Nous pouvons trouver un arrangement. La seule chose que nous allons arranger, dis-je, pointant vers la porte, c'est si vous partez volontairement ou menottez. » Grégoire, le visage un masque d'incrédulité et de terreur pure, serra sa mallette, ses mains visiblement tremblantes. Il recula, trébucha sur ses propres pieds et quitta pratiquement en courant mon salon, le prédateur confiant réduit à un enfant terrifié. Son plan soigneusement élaboré, sa toile complexe de tromperie, gisait brisée autour de lui, comme du verre fragile. « Ce n'est pas fini !» grogna-t-il, se tournant à la porte. Ses yeux flamboyaient de fureur. « Oh, que si !» répliquai-je, un doux sourire revenant sur mes lèvres. Ça l'est. Je le regardais disparaître dans la nuit. Le doux clic de la porte se refermant derrière lui. Je revins dans mon salon silencieux. Un profond sentiment de calme m'envahissant. Demain, j'ouvrirai enfin le vieux coffre-fort d'Armand au sous-sol. Demain, j'apprendrai exactement quelles armes mon cher mari m'avait laissées. Ce soir, je me contenterai de savourer le regard de pure panique dans les yeux de Grégoire. C'était un délicieux prélude à la tempête qu'il n'avait pas vu venir. Y a-t-il déjà eu un moment où les rôles se sont inversés si complètement que vous auriez presque pu entendre le basculement cosmique? Le lendemain matin, avec le goût persistant de la victoire de la veille, je me tenais au seuil des secrets d'Armand. Sa clé pesait lourd dans ma paume, tandis que je descendais dans le sous-sol frais et silencieux. 2 ans j'avais évité cet espace, trop imprégné de chagrin pour affronter les échos de sa présence. Mais Grégoire de Valois m'avait, par inadvertance, donné le courage d'affronter le passé. L'air dans le sous-sol était une symphonie discrète de terre humide, de vieux papiers et le parfum léger et familier de l'eau de Cologne d'Armand, s'accrochant encore à une vieille chemise de travail suspendue à un crochet. Son établi, d'habitude un centre chaotique de sciures et de projets, était exactement tel qu'il l'avait laissé. Un nichoir à oiseaux à moitié terminé, un plan jauni, ses lunettes de lecture posées sur un exemplaire usé de Science and Vie. Chaque détail, un témoignage silencieux de la vie que nous avions bâtie et de l'homme que j'avais perdu. Derrière un panneau astucieusement dissimulé, camouflé pour se fondre parfaitement avec le mur de béton, je le trouvais, un petit coffre-fort discret. Armand, toujours plus malin qu'il ne le laissait paraître, l'avait bien caché. Mes mains tremblèrent en tournant la lourde clé. À l'intérieur, une collection stupéfiante de documents attendait. Des relevés bancaires de comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Des portefeuilles d'investissement s'étalant sur des décennies. Des documents juridiques complexes établissant des fiducies et des protections que je ne pouvais même pas commencer à concevoir. Et tout au fond, une épaisse enveloppe couleur crème, scellée d'un sceau de cire familier, adressée à moi de la main précise et élégante d'Armand. « Ma très chère Evelyne, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là et que quelqu'un sans aucun doute tente de profiter de ton cœur généreux. Je suis profondément désolée de ne jamais t'avoir parlé de cet argent, mon amour. 57 millions de dollars, dûment protégés et entièrement à toi. J'ai vécu simplement pour que tu puisses vivre librement et j'ai dissimulé notre fortune pour que tu sois à l'abri des prédateurs. Des prédateurs, Evelyne, exactement comme celui ou celle qui t'a poussé à ouvrir ce coffre-fort. 57 millions de dollars.
Je m'assis lourdement sur le vieux tabouret d'atelier d'Armand. Les chiffres tourbillonnant devant mes yeux, comme un rêve impossible. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 100 vies. La lettre continuait. Ces mots, un phare venu du passé. Il y a une carte de visite dans cette enveloppe pour Sarah Dubois. Elle s'est occupée de tout depuis mon diagnostic. Elle est au courant des menaces auxquelles tu pourrais faire face. Et elle a des instructions pour t'aider à riposter. Ne laisse personne voler ce que j'ai passé 40 ans à bâtir pour toi. Utilise chaque centime s'il le faut. Fais-leur regretter le jour où ils ont décidé de s'en prendre à ma femme. Je trouvais la carte de Sarah, glissée sous la lettre, et composais le numéro. « Cabinet Dubois », répondit une voix claire. « C'est Evelyne Lefebvre. Je crois que mon mari, Armand, a pris des dispositions pour que vous m'assistiez. Madame Lefebvre, j'attendais votre appel depuis 2 ans. » La voix de Sarah, professionnelle mais urgente, résonna immédiatement. « Pouvez-vous venir aujourd'hui, le plus tôt possible ?»« Et pourquoi pas tout de suite ?» répondis-je, une nouvelle sorte de détermination durcissant ma voix. La vieille Evelyne, la veuve tranquille, avait disparu. Une nouvelle femme, bien plus dangereuse, faisait son apparition. Avez-vous déjà ressenti l'héritage d'un être cher vous donner soudainement une force insoupçonnée ? Le bureau de Sarah Dubois ne ressemblait en rien au cabinet d'avocat guindé et lambrissé auquel je m'attendais. Au lieu de cela, c'était un espace inondé de lumière naturelle, moderne et lumineux, avec des œuvres d'art abstrait vibrantes aux murs et des couleurs chaudes et accueillantes. Des photos de famille, et non des récompenses juridiques, étaient éparpillées sur son bureau épuré. Sarah elle-même était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être vers la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et intelligents qui ne manquaient rien, et une poignée de main qui transmettait à la fois force et chaleur authentique. « Madame Lefebvre, » dit-elle, se levant à mon entrée. « Je vous en prie, asseyez-vous. Armand m'avait dit que ce jour pourrait venir. »« Quel jour ?» demandai-je, m'installant dans un confortable fauteuil en cuir, la sensation d'appréhension commençant à se mêler à une étrange et grisante anticipation. Le regard de Sarah était direct, inébranlable. Le jour où quelqu'un, probablement un membre de votre famille, a tenté de vous manipuler pour vous faire renoncer à vos droits. Armand était d'une prescience remarquable, Evelyne. Elle désigna une pile de documents soigneusement rangés sur son bureau. Des actes de fiducie, des relevés d'investissement, des protections juridiques complexes dont je n'aurais jamais rêvé l'existence. Il avait prédit que quelqu'un vous approcherait dans les 2 ans suivant son décès, probablement par le mariage ou une connexion familiale éloignée, essayant de prendre le contrôle de ce qu'il supposait être des actifs modestes. « Mais ils ne sont pas modestes, n'est-ce pas ?» murmurai-je, l'énormité de ce que j'avais trouvé dans le coffre-fort ne cessant de m'envahir. Un sourire léger, presque imperceptible, effleura les lèvres de Sarah. « Non, Evelyne, ils ne le sont certainement pas. 57 millions de dollars, entièrement protégés dans une fiducie irrévocable. Vous contrôlez tout, mais personne d'autre ne peut y toucher. » Mon souffle se coupa. Même s'ils obtenaient d'une manière ou d'une autre une procuration, même si j'avais signé les documents de Grégoire, le souvenir de l'assurance satisfaite de Grégoire, de ses menaces à peine voilées, me traversa l'esprit. « Même dans ce cas, » affirma Sarah, sa voix calme et absolue. « Armand a spécifiquement conçu cette fiducie pour vous protéger exactement de ce genre de manipulation. Chaque clause, chaque échappatoire juridique a été méticuleusement scellé. Il a passé des années à planifier cela, même après son diagnostic. » Je me penchai en arrière, un profond sentiment de soulagement m'envahissant, comme si le poids d'une vie de fardeau invisible
venait de s'envoler. Pendant 2 ans, j'avais marché sur une corde raide, sans le savoir, en supposant que ma fragilité financière était une vulnérabilité béante. Maintenant, une forteresse se dressait là où je n'avais vu qu'un mur en ruine. « Alors, Grégoire ne peut pas toucher 1 centime ? Grégoire !» dit Sarah, sa voix devenant perçante, presque prédatrice. « Ne peut pas toucher le moindre sou. Mais plus important encore, Evelyne, vous avez maintenant les ressources nécessaires pour vous assurer qu'il ne tentera plus jamais cela, ni quoi que ce soit de semblable. Ni avec vous, ni avec qui que ce soit d'autre. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je me penchant en avant, une froide et déterminée résolution commençant à durcir mon propre regard. Le sourire de Sarah s'élargit, une étincelle de quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Je veux dire, nous allons le détruire. Si complètement qu'il passera le reste de sa vie à avertir les autres prédateurs des périls de sous-estimer les veuves. » Elle parlait avec une intensité tranquille. Chaque mot une frappe précise. Accusation criminelle pour tentative de fraude. Poursuite civile pour dommages et intérêts. Et nous allons lancer une enquête de grande envergure sur chaque transaction financière qu'il a effectuée au cours des 5 dernières années. C'est légal ? Demandai-je, un tremblement dans ma voix. Non pas de peur, mais d'un pouvoir naissant. Parfaitement légal, confirma Sarah. Quand quelqu'un tente de vous escroquer, la loi nous permet de remuer ciel et terre. Nous découvrirons d'où vient son argent, où il est allé et à qui d'autre il doit de l'argent. Nous exposerons toute son opération. Opération ? Le mot resta suspendu dans l'air, me glaçant. Oh, oui. Sarah hocha la tête sombrement. Les hommes comme Grégoire ne travaillent pas seuls. Il y a tout un réseau de personnes qui ciblent les victimes âgées. Nous allons les trouver tous. Mes pensées s'éloignèrent vers Camille. Ses anxiétés lacrymales à propos des mystérieuses dettes de Grégoire. Comment il nous avait manipulés toutes les deux avec minutie. Qu'advient-il du mariage de ma fille ? Cela, Evelyne, dépendra entièrement de Camille, répondit Sarah, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais elle prendra cette décision avec toutes les informations, au lieu de mensonges et de manipulations. La vérité a le pouvoir de libérer les gens, même quand elle fait mal. Et l'argent ? Demandai-je, un point crucial. Reste-t-il secret ? La beauté du plan d'Armand, expliqua Sarah, c'est que vous pouvez vivre exactement comme vous l'avez fait, ou vous pouvez acheter un jet privé demain. Votre choix. Votre fortune reste entièrement confidentielle jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Je ramassai les documents de fiducie, leur poids me semblant maintenant être celui du pouvoir, comme un éclair retenu captif dans mes mains. Quand commençons-nous à riposter ? Sarah se pencha en arrière, un éclat de savoir dans les yeux. Nous avons déjà commencé, Evelyne. Au moment où vous êtes entrée dans mon bureau, Grégoire de Valois est devenu la cible au lieu du chasseur. Alors que je rentrais chez moi à travers les rues bordées d'arbres familières, un étrange mélange de triomphe silencieux et de détermination sombre s'installa en moi. Armand avait su. Il s'était préparé pour ce moment précis, m'avait armé pour une guerre dont je n'avais même pas réalisé qu'elle approchait. Mais plus encore, il m'avait donné la permission de gagner, d'être dangereuse. Ce soir-là, Camille appela, sa voix nouée d'inquiétude. « Maman, Grégoire a l'air vraiment contrarié par quelque chose. Il ne veut pas me dire ce qui s'est passé à votre rencontre. Nous avons eu une conversation fascinante, ma chérie, » répondis-je, ma voix calme, presque sereine. À propos de ses plans pour mon avenir. « Quel genre de plan ?» insista-t-elle, son anxiété palpable. « Le genre qui suppose que je suis trop stupide pour me protéger. »« Maman !» La voix de Camille était aiguë d'exaspération. « Il essaie juste d'aider. »« Ma chérie, dis-je,
Une pause délibérée, laissant les mots flotter dans l'air. Il y a des choses que tu ignores sur ton mari. Des choses que tu ignores sur les finances de notre famille. Demain, je pense qu'il est temps que tu apprennes la vérité. Quelle vérité? Sa voix n'était plus qu'un murmure. La vérité sur ce que ton père m'a vraiment laissé, Camille. Et la vérité sur ce que je vais faire à quiconque essaiera de le voler. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « Maman, tu me fais peur !»« Tant mieux !» déclarai-je, ma détermination absolue. Il est temps que quelqu'un dans cette famille ait vraiment peur. Après que Camille eut raccroché, je restai assise dans ma cuisine silencieuse, tenant la lettre d'Armand. Le poids de 57 millions de dollars. Une présence formidable dans le calme. Grégoire de Valois pensait qu'il chassait une veuve sans défense. Il était sur le point de découvrir qu'il était entré dans l'antre d'un dragon très riche, très en colère. Et les dragons, décidai-je, ne négocient pas avec les voleurs. Ils les incinèrent. Avez-vous déjà ressenti ce moment exaltant où vous réalisez que vous n'êtes plus la proie, mais le chasseur? Le vendredi matin arriva avec l'appel de Sarah Dubois et la promesse douce, presque tangible, d'une rétribution professionnelle. J'ai trouvé une avocate spécialisée dans la poursuite des fraudes, visant les personnes âgées, Evelyne, m'informa-t-elle, sa voix nette et efficace. Elle est très intéressée par l'affaire de Grégoire. Elle veut vous rencontrer aujourd'hui. Je ressentis un frisson de sombre satisfaction. « Quand ça ?» demandai-je, ma voix stable. « Cet après-midi » répondit Sarah. Elle pense qu'il fait partie d'une opération plus vaste. Si nous pouvons le prouver, nous pourrons faire tomber tout un réseau. La réunion eut lieu dans un bureau austère et fonctionnel au sein du palais de justice. Là, je rencontrai Sarah Dupont, une procureure dont les yeux vifs et le comportement sans fioriture suggéraient qu'elle avalait les fraudes à l'assurance au petit déjeuner. « Madame Lefebvre » commença-t-elle, son regard direct. « Parlez-moi de l'approche de votre gendre. » Je lui détaillai tout. La façade charmante de Grégoire, les mensonges soigneusement élaborés, la pression financière, l'urgence fabriquée pour signer des documents, la vulnérabilité calculée qu'il feignait. Chaque fil manipulatif que j'avais observé. Sarah Dupont hocha lentement la tête, prenant des notes rapides et précises sur un bloc-notes jaune. « Un schéma classique » murmura-t-elle. « Lien familial, pression financière, urgence fabriquée. Il a déjà fait ça. » Je me penchai en avant, ma curiosité piquée. « Comment pouvez-vous savoir ?» Elle leva les yeux, un sourire léger et sans humour, effleurant ses lèvres. Les amateurs font des erreurs. Grégoire savait exactement sur quel bouton émotionnel appuyer, quelle phrase juridique utiliser, comment structurer le calendrier. Ce n'est pas son coup d'essai, Madame Lefebvre, c'est sa profession. Une froide certitude s'installa dans mon estomac. Grégoire n'était pas un simple opportuniste avide. C'était un chasseur entraîné. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je, ma voix empreinte d'une nouvelle fermeté. Sarah Dubois se pencha en avant, les coudes sur la table. « On lui tend un piège. On lui fait croire qu'il a gagné. Puis on documente tout ce qu'il fera ensuite. » Sarah Dupont développa, son plan précis et glaçant. Madame Lefebvre l'appelle, dit qu'elle a changé d'avis, qu'elle veut procéder à la signature des documents. On enregistre tout. Sa réponse, ses instructions, son calendrier. Et puis on l'arrête au moment où il amène un notaire pour la signature. Je souris, un lent rictus de prédateur sur mes lèvres. J'imaginais le désespoir de Grégoire, ses dettes de jeu, sa certitude absolue d'avoir enfin manipulé une veuve sans défense pour la prendre dans ses griffes. « Quand déclenche-t-on ce piège ?»« Lundi », déclara Sarah Dupont. « Ça nous donne le week-end pour installer le matériel d'enregistrement et nous coordonner avec la police. Samedi,
Je passais la journée à me préparer pour la performance de ma vie. Je répétais ma voix de veuve reconnaissante, mes répliques sur le fait de me sentir plus en sécurité avec la protection de Grégoire. Chaque mot, chaque hésitation était méticuleusement planifiée. Le dimanche, Camille arriva, son visage marqué par l'inquiétude et la confusion. « Maman !» dit-elle, la voix tendue. « Grégoire agit si bizarrement. Il n'arrête pas de poser des questions sur les finances de papa, sur le fait que tu pourrais avoir des comptes cachés ou des investissements. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je ne savais rien de l'argent de ton père, ma chérie, répondis-je, l'observant attentivement. Mais maman, pourquoi est-il si intéressé ? Je regardais ma fille, belle, confiante, complètement inconsciente, que son mari était un prédateur chassant sa propre mère, parce qu'il a besoin d'argent, Camille. Plus désespérément que tu ne l'imagines. Camille me fixa, les yeux écarquillés. À quel point désespérément ? Assez désespérément pour essayer de le voler à la propre mère de sa femme. Camille resta silencieuse un long moment, assimilant mes mots. Une horreur naissante fleurissant sur son visage. « Tu penses vraiment qu'il essaie de te voler ? Je sais qu'il le fait, » affirmai-je, mon regard inébranlable. La question est de savoir si tu es prête à en voir la preuve. Sa mâchoire se serra. Quel genre de preuve ? Celle qui détruira ton mariage, dis-je, ma voix douce mais ferme, mais sauvera ta mère. Camille resta longtemps silencieuse, ses yeux cherchant les miens, les larmes montant. Finalement, un seul mot, lourd de douleur et de résolution. « Montre-moi. » Lundi matin arriva et je tendis la main vers le téléphone. Mon cœur battait, non pas de peur, mais d'une anticipation féroce et exaltante. Il était temps que le spectacle commence. Avez-vous déjà ressenti ce basculement troublant quand vous savez qu'un être cher est sur le point d'apprendre une vérité dévastatrice ? Le lundi matin arriva avec la fraîcheur d'une nouvelle aube et un coup de fil qui allait briser un mensonge soigneusement construit. Je composais le numéro de Grégoire, les doigts fermes, un calme tranquille s'installant en moi. Grégoire, c'est Evelyne. J'ai réfléchi à notre conversation. Ma voix, une tapisserie soignée d'âge et de vulnérabilité, portait une lassitude étudiée. À l'autre bout, son souffle se coupa. « Ah bon ?» parvint-il à dire. « Je crois que vous avez raison, » continuai-je. « J'ai vraiment besoin de protection. J'aimerais aller de l'avant avec ces documents. » Le soulagement dans sa voix était palpable. « Merveilleux, Evelyne. »« Quand ?»« Dès que possible, » insistai-je. « Ce week-end m'a fait réaliser à quel point je suis réellement vulnérable. »« Parfait, » déclara-t-il vibrant pratiquement. « Cet après-midi. »« Cet après-midi !» Je laissai glisser une note de confusion âgée. « N'est-ce pas plutôt rapide ? Ces choses fonctionnent mieux quand elles sont gérées efficacement. » répliqua-t-il doux comme de la soie. « J'amènerai mon notaire. Nous ferons signer le tout et vous serez entièrement protégé. »« Eh bien, si vous pensez que c'est mieux, » soupirai-je. « Oui, disons 15 heures, chez vous ? 15 heures ! Ça sonne parfait, Evelyne. » L'appel se termina. Sarah Dubois, surveillant le matériel d'enregistrement dans mon bureau, me fit un signe de tête approbateur. Il a mordu à l'hameçon complètement. Les heures avant 15 heures furent une chorégraphie précise. Des caméras cachées, pas plus grandes qu'un bouton, furent discrètement placées. Des capteurs de mouvement furent activés. Camille arriva juste après le déjeuner, son visage pâle, les yeux rouges. Je la conduisis à mon bureau. Sur ma table, la lettre d'Armand reposait ouverte, à côté de l'analyse financière détaillée de Sarah Dubois sur les dettes et les combines stupéfiantes de Grégoire. Des tirages des caméras du salon montraient Grégoire rencontrant d'autres femmes âgées, leur visage confiant, le sien prédateur. « Voici ce que ton père m'a vraiment laissé, Camille. » Commençai-je ma voix douce.
Et voici ce que Grégoire est vraiment. Elle parcourut les mots d'Armand, ses yeux s'écarquillant devant des chiffres impossibles. Puis, son regard tomba sur l'abîme financier de Grégoire. Les sociétés écrans douteuses, le ciblage systématique. Son souffle se coupa. Il doit tout ça ?» murmura-t-elle. « Il a fait ça à d'autres personnes ?» J'acquiesçais. Il n'essayait pas de me protéger, Camille. Il allait me mettre en maison de retraite. Il allait tout voler et convaincre tout le monde que j'étais trop sénile pour m'y opposer. Des larmes coulaient sur son visage. Des sanglots bruts, déchirants. Je n'y crois pas, parvint-elle à articuler. Il m'aime. Il aime ce qu'il pensait pouvoir obtenir de toi, rétorquai-je, ferme, sans cruauté. Il y a une différence. Elle enfouit son visage dans ses mains. Qu'est-ce que je fais, maman ? Ce que tu voudras, Camille, dis-je, la main posée doucement sur son épaule. Mais tu le feras avec toutes les informations maintenant. Pas avec des mensonges. À 15 heures précises, la sonnette retentit. Grégoire. Camille se redressa, les yeux encore humides, mais avec une nouvelle lueur dure. Elle me regarda, une question silencieuse. « C'est ta décision ?» chuchotai-je. Elle hocha la tête, prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon, d'un pas assuré. Grégoire la salua d'un sourire étudié. « Camille, ma chérie, nous allons justement tout finaliser avec ta mère. Assurer sa sécurité. » Il fit signe au notaire. Des caméras cachées capturèrent tout, tandis que Grégoire étalait des documents sur ma table basse. « Evelyne, je suis soulagée que vous franchissiez ce pas. Vous aviez raison concernant les dangers. Une vieille femme comme moi a besoin de conseils, dis-je, ma main tremblant légèrement, en tendant la main vers le stylo. Exactement, Grégoire rayonna, les yeux brillants. Ces documents nous donneront, à Camille et à moi, l'autorité de protéger vos intérêts. Tous vos intérêts. Tous mes intérêts ? Murmurai-je, signant la première page, feignant une pause. Décision financière, choix Médaco, arrangement de vie, tout, affirma-t-il avec une certitude suffisante. Les arrangements de vie. Je signai la deuxième page, puis fis une nouvelle pause. Grégoire, il y a quelque chose que je devrais mentionner. Je crois qu'il pourrait y avoir plus d'argent que vous ne le réalisez. Ses yeux s'illuminèrent, l'éclat cupide impossible à dissimuler. Plus d'argent ? Armand a peut-être eu des comptes dont je n'étais pas au courant. Continuai-je, savourant son excitation croissante. Des placements cachés peut-être. Combien d'argent en plus, Grégoire ? Ses mains tremblaient. Significatif à quel point ? Eh bien, dis-je, posant le stylo, la dernière page non signée. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-il, se penchant en avant, le souffle coupé. Je souris, un sourire lent et inébranlable qui atteignait mes yeux. Je veux dire, vous êtes en état d'arrestation, Grégoire. La porte du salon s'ouvrit brusquement. 2 policiers entrèrent, les visages sombres, suivis de Sarah Dupont. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Grégoire devint blanc. Vous ne pouvez pas, balbutia-t-il, étouffé par le choc et la terreur. Oh, mais je peux, rétorquai-je, ma voix résonnant de clarté. Je l'ai fait. Et maintenant vous allez apprendre ce qui arrive aux prédateurs qui chassent la mauvaise proie. Tandis qu'il l'emmenait menotté, il cria à la provocation. Mais tout ce que j'entendis, c'était justice rendue. Camille se tenait immobile, observant. Ses épaules tremblaient, mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, portaient une force tranquille. La vérité était brutale, mais libératrice. Après leur départ, la maison se calma. Non plus un sanctuaire, mais un champ de bataille remporté. Je me servis une tasse de thé. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de respect.
d'estime de soi, de prouver que même les plus discrets peuvent avoir des crocs dangereux. Certaines histoires se terminent par un murmure. Mais la nôtre, cher ami, s'est terminée par un rugissement. Qu'auriez-vous fait à la place d'Evelyne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte vraiment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire de force tranquille et de justice triomphante.